En 1950, le chancelier Konrad Adenauer avait accordé une interview à un journaliste américain dans laquelle il parlait d'une fusion entre la France et l'Allemagne. On était 5 ans après la guerre et il faisait un rêve. Le rêve de ces deux pays qui auraient une monnaie unique, un parlement unique, une nationalité unique. Et pour lui, ces deux pays devaient constituer ensemble, en fusionnant, ce qu'il appelait la pierre angulaire des États-Unis d'Europe. 66 ans après, on sait très bien que le rêve est resté un rêve, en tout cas il n'est pas devenu une réalité, et que l'on a aujourd'hui une Union européenne sans colonne vertébrale politique, qui est confrontée à des crises à répétition, et dont on se demande si elle va survivre à tout cela. Et pourtant, dans ce contexte-là, il nous semble donc qu'il y a de l'espoir, et nous avons conçu ce livre en 3 parties, et je vais faire aussi ma présentation ce soir aussi en 3 parties. Je vous préviens pas trop long pour qu'on puisse aussi échanger. La première partie, c'est de vous expliquer, de vous rappeler comment ce couple franco-allemand s'est constitué au fil du temps, et comment les crises se sont multipliées aussi au fil du temps. Deuxièmement, de vous expliquer que pourtant, quoi qu'il arrive, et c'était le sous-titre que nous avions donné à notre livre au début, mais l'éditeur a pensé que ce n'était pas très vendeur. Le sous-titre initial était « Un couple improbable condamné à s'entendre ». Et c'est bel et bien ça, pourtant, qui est la vérité. C'est que ce couple, il est condamné à s'entendre, quoi qu'il arrive, si on veut que l'Europe avance. Et une dernière partie, qui sera très brève, et qui sera composée de propositions, parce que nous avons voulu, là aussi, être optimistes, et dresser des pistes pour relancer le couple franco-allemand, et donc relancer, dans le même temps, l'Union européenne. Alors tout d'abord, les crises qui se sont multipliées au fil du temps. Les sociologues, quand ils parlent du couple franco-allemand, parlent de l'équilibre du déséquilibre. Concrètement, après la Seconde Guerre mondiale, les deux pays étaient condamnés à s'entendre. Ils avaient vécu ensemble 70 ans de guerre quasiment sans discontinuer. Et donc, il y avait un équilibre des déséquilibres en ce sens qu'on avait une Allemagne qui, d'un côté, devait tourner la page du nazisme et se recréer une vertu au sein de l'Union européenne. Et puis, de l'autre côté, on avait une France qui, elle, espérait, elle sortait lentement du colonialisme aussi, elle espérait continuer à rester une grande puissance, une grande nation. Cet équilibre des déséquilibres, eh bien, il a perduré jusqu'en 1989, jusqu'à la chute du mur de Berlin. Et cette première rupture de la chute du mur de Berlin est capitale dans la relation franco-allemande. Jusque-là, on avait construit le mythe de cette relation franco-allemande. D'abord dans les termes. Robert Schuman parlait de la fraternité franco-allemande. Konrad Adenauer et le général de Gaulle ont créé l'amitié franco-allemande, en particulier avec le traité de l'Élysée. Avec Giscard d'Estaing et Schmitt, on est tombé dans un autre registre, du côté français, avec la notion de couple. Les Allemands n'emploient pas le terme couple. Ils parlent de tandem, ils parlent de partenariat, mais ils ne parlent pas de couple. Comme si nous, Français, Latins, nous mettions de l'émotion dans les choses et que nous pensions qu'il y avait un couple possible entre deux pays et de l'amour possible entre deux pays. Et ce sont donc les journalistes qui ont créé cette notion de couple franco-allemand. Et naturellement, qui dit couple, dit amour, mais dit aussi scène de ménage et crise. Donc on a créé une sémantique, on a créé aussi des symboles. Et à ce moment de ma conférence, chaque fois, je pose la même question. Si vous fermez les yeux et que vous réfléchissez à une image qui symbolise la relation franco-allemande, vous allez me dire oui, Kohl et Mitterrand, main dans la main, devant l'ossuaire de Douaumont en 1984. Et j'adore poser cette question, parce que je la pose devant un public de jeunes dans un lycée,
ou que je la pose devant un public, pardon, moins jeune là, ou de plus vieux, j'ai toujours la même réponse. Et c'est pourtant un événement qui s'est passé en 1984. Comme si depuis 1984, il n'y avait pas d'image collective du couple franco-allemand qui imprime dans notre mémoire. Et pourtant, il y a eu de forts symboles. Il y a eu Chirac et Schröder sur les plages du débarquement en 2004. Il y a eu Angela Merkel, le 11 novembre 2009, la première chancelière, le premier chancelier allemand qui venait sous l'Arc de Triomphe au moment des commémorations de l'armistice du 11 novembre. Et pourtant, ces images n'impriment pas dans notre inconscient collectif et nous restons avec un Mitterrand et un Kohl, côte à côte, la main dans la main, devant l'ossuaire de Douaumont. Et il n'est pas étonnant que Angela Merkel et François Hollande se retrouvent là, le mois prochain, exactement au même endroit, quelques années plus tard. Donc on a eu des symboles, on a eu des mots pour parler de cette relation franco-allemande, et pourtant il y a eu des ruptures. 1989, je vous l'ai dit, la chute du mur. Rappelons-nous que François Mitterrand a été le dernier chef d'État d'un pays occidental à se rendre à Berlin-Est le 22 décembre 1989. Le mur était déjà tombé depuis 1 mois et demi. Mitterrand est allé à Berlin-Est pour accorder une onction, en l'occurrence une extrême onction, à l'Allemagne de l'Est qui était juridiquement encore existante, mais qui politiquement n'existait plus. Pourquoi Mitterrand a-t-il fait cela? Parce que Mitterrand appartenait à cette génération qui avait connu la guerre et qui, comme François Mauriac, disait « J'aime tellement l'Allemagne que je préfère qu'il y en ait deux ». Parce que pour un homme de sa génération, l'Allemagne, pour un homme français, mais pour un homme aussi dans beaucoup de pays européens, l'Allemagne représentait en Europe le danger. Et l'Allemagne unifiée représentait le danger. Et cette rupture de la réunification est extrêmement intéressante parce qu'elle est le symbole même de la force de la relation franco-allemande. Français et Allemands sont capables en Europe de partir de positions très éloignées, de trouver un compromis, et deuxième force, de faire accepter ce compromis aux autres Européens. Ça a été le cas avec la réunification. Les Français ne voulaient pas de la réunification, les Allemands naturellement voulaient cette réunification. Ils ont trouvé un compromis, et ce compromis, vous le connaissez tous, c'est l'euro. C'est-à-dire la France a dit « Ok, réunification, mais nous allons mettre l'Allemagne sous tutelle, et surtout nous allons lui prendre ce qu'elle a de plus cher, son Deutschmark. » Premier compromis. Mais il a fallu aussi un compromis du compromis. Et le compromis de l'euro, c'est la Banque Centrale Européenne. C'est-à-dire l'Allemagne a accepté d'abandonner la monnaie son Deutschmark, mais n'a surtout pas voulu revenir sur son dogme budgétaire et financier avec une Banque Centrale Européenne indépendante, comme l'était la Bundesbank. Première rupture, donc 89, compromis du compromis du compromis, puis deuxième rupture, et celle-là elle est plus violente. C'est le 29 mai 2005, c'est le référendum sur le projet de traité européen, et là pour la première fois, Allemagne et France divergent radicalement sur le projet européen. Les Français, à 55%, avec 65% de participation, disent non. Alors, est-ce qu'ils ont dit non vraiment au projet européen? En tout cas, ils ont dit non. Et ils sont en cela complètement en désaccord avec les Allemands qui, quelques jours plus tôt, ont voté, le Bundestag a voté à une large majorité pour le projet de traité. Et depuis le 29 mai 2005, les choses sont allées en se dégradant, avec plusieurs éléments. D'abord un changement générationnel. De plus en plus, on arrive à des générations d'hommes politiques, mais aussi de techniciens, qui n'ont pas connu la guerre, ou qui n'ont pas connu des gens qui ont connu la guerre.
et on se retrouve avec une banalisation du fait franco-allemand. C'est normal. Pourquoi avoir plus d'intérêt pour la France ou pour l'Allemagne d'un côté ou de l'autre? C'est normal. Or, cette relation, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, elle n'est pas normale. Deuxièmement, on a un problème de confiance qui s'est créé au fil du temps. Il y a 15 ans, il faut s'en souvenir, l'homme malade de l'Europe s'appelait l'Allemagne, avec une situation économique, chômage, qui était pas au niveau de la France aujourd'hui, mais qui était très important. Et l'Allemagne a fait, à cette époque-là, sous la houlette de Schröder, les réformes qu'il fallait, qui ont coûté d'ailleurs à Schröder sa réélection. Et la France est aujourd'hui, pour l'Allemagne, incapable de faire les réformes que l'Allemagne a faites à son époque. Et pour l'Allemagne, c'est devenu intolérable d'avoir une France qui ne respecte pas ses engagements, je pense en particulier sur les critères de Maastricht, et qui ne se réforme pas là où l'Allemagne, elle, a dû faire ses propres réformes. Et puis, dernier élément important, là aussi, depuis 2005, le décrochage économique de la France, du fait aussi sans doute de la non-application, de la non-réalisation des réformes, s'est aggravé. Et il y a aujourd'hui, fin de ma première partie, une Europe où il y a plus d'Allemagne, certains vont même dire trop d'Allemagne, et où il y a moins de France, et certains vous diront même qu'il n'y a plus de France. Quand je fais cette conférence en Allemagne, la première ou la deuxième question que j'ai, c'est chaque fois, est-ce que la France est encore dans le bateau européen? Deuxième partie, je vous l'ai dit, pourtant, quoi qu'il arrive, ce couple, il est condamné à 100 ans. Pourquoi est-ce qu'il est condamné à 100 ans? D'abord, jusqu'en 1989, je vous l'ai dit, le partenariat entre la France et l'Allemagne, il était obligé. Un sociologue parle d'une théorie que je vais vous vulgariser, du papa et de la maman. Le papa travaillait et la maman gardait la maison. Le papa, c'était l'Allemagne, qui avait aussi une approche de l'Europe très pragmatique, puisqu'il fallait travailler donc, et produire. Et puis la maman, c'était la France. Alors c'était pas une maman qui gardait des enfants, parce qu'ils n'ont pas eu d'enfants ensemble, mais c'était une maman qui gardait, en ce sens qu'elle assurait la sécurité de la maison, grâce à son armée, grâce à son arme nucléaire. Et cette répartition du papa et de la maman, elle a tenu jusqu'en 1989, elle a même tenu au-delà, jusqu'à la crise et à la guerre en Irak, où l'Allemagne a commencé à jouer aussi un rôle, j'y reviendrai tout à l'heure, géopolitique plus important que jusqu'alors. La France et l'Allemagne sont condamnées à s'entendre aussi pour des réalités basiques. Il y a quelque chose autour de nous, il y a un monde autour de nous. La France, c'est 66 millions d'habitants, l'Allemagne, c'est 81 millions d'habitants. France et Allemagne réunis ont une population qui représente 2% de la population du monde, et pour autant, France et Allemagne réunis, c'est moins d'habitants que la plus petite province chinoise. 2% de la population mondiale, et pourtant, 7% du PIB mondial et 17% des exportations mondiales, grâce essentiellement à la force exportatrice de l'Allemagne. Je vous l'ai dit, rien pourtant n'aide au rapprochement des deux pays. Je vais m'amuser, comme chaque fois aussi au moment de cette conférence, pour vous donner un peu la parole, à vous faire un petit test avec des mots qui caractérisent soit la France, soit l'Allemagne, et que vous allez me dire c'est la France, c'est l'Allemagne. Si je vous dis unification précoce et unification tardive, unification précoce, c'est la France, unification tardive, c'est l'Allemagne. Si je vous dis fédéralisme et centralisme, c'est facile. Le fédéralisme, c'est l'Allemagne, le centralisme, c'est la France. On va rentrer dans des choses un peu plus intimes.
si je vous dis individualisme et collectif. L'individualisme, c'est la France, et les collectifs, c'est l'Allemagne. Là, quelque chose, chaque fois, ça doute un petit peu. Si je vous dis nombrilisme et narcissisme. Narcissisme, c'est la France. Oui, madame. Et le nombrilisme, c'est l'Allemagne. Si je vous dis culpabilité et grandeur. Culpabilité, c'est l'Allemagne. Et la grandeur, c'est la France. Même si j'ai eu un extraordinaire débat la semaine dernière à Cracovie sur la culpabilité française avec ce qui se passe en ce moment en termes d'intégration et de la décolonisation. Mais donc, normalement, c'est la France qui a des rêves de grandeur et c'est l'Allemagne qui se sent coupable. Et puis un dernier point de comparaison qui vous concerne, ici, à Sofia, pays d'Europe centrale et orientale et sud de la Méditerranée, c'est les zones d'influence. L'Allemagne regarde plus de ce côté de l'Europe, la France regarde plus vers ses anciennes colonies et vers le sud de la Méditerranée. Donc vous voyez bien qu'avec ces quelques petits mots, rien n'est fait pour que ces deux pays s'entendent. Et pourtant, ils ont réussi à créer une relation que nous estimons, Stéphane et moi, aujourd'hui très ancrée. D'abord dans la population. 85% des Français ont une vision positive de l'Allemagne. 87% des Allemands ont une vision positive des Français. 91% des Français estiment que les Allemands sont leur principal partenaire. Mais seulement 78% des Allemands estiment que les Français sont les principaux partenaires de la France. Et nous, de l'Allemagne. Et nous voyons l'impact que cela a aussi sur une relation très forte qui est une relation économique. Les deux pays sont très intégrés économiquement, avec une particularité très intéressante, c'est que nous sommes aussi sur bien des secteurs concurrents, en particulier dans l'industrie automobile, et que nous avons réussi à détourner cette concurrence avec, dans l'aéronautique, un champion européen qui s'appelle Airbus, mais à l'intérieur du groupe Airbus, je peux vous le dire pour l'avoir vécu, la concurrence fait rage entre Français et Allemands. Donc, en termes économiques, nous avons réussi l'intégration et nous avons réussi à créer et à faire perdurer le couple. Nous avons réussi aussi avec la société civile. Il y a multitude d'associations, de partenariats, de relations entre des établissements français et allemands au niveau scolaire, entre des villes. Tout ça fonctionne bien, même si ça a été un petit peu abîmé avec les renouvellements démographiques, mais tout ça fonctionne. Notre thèse, c'est que c'est au niveau politique que ça ne fonctionne pas, et qu'il y a aujourd'hui une difficulté aux dirigeants politiques français et allemands, et ça ne date pas d'hier, à se comprendre et même tout simplement à se parler. Dernier élément, ce couple il est condamné à s'entendre. Je vous l'ai dit, il est condamné à s'entendre pour faire avancer l'Union européenne, parce qu'à chaque crise de l'Union européenne, c'est ce couple franco-allemand qui a réussi à trouver ce compromis, je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Mais c'est aussi parce que purement et simplement, il n'y a pas d'alternative. Comme dans tous les couples, monsieur ou madame a pensé à certains moments à aller voir ailleurs. La France en particulier est allée regarder du côté du Royaume-Uni au moment des accords de Saint-Malo pour créer une Europe de la défense et de la sécurité commune. Mais chaque fois, l'autre partenaire est revenu dans le jeu, et s'agissant de Saint-Malo, l'Allemagne a réussi à transformer la relation franco-britannique en une problématique européenne, avec justement la politique européenne de sécurité et de défense commune. Donc ce couple il est condamné à s'entendre, et puisqu'il est condamné à s'entendre, nous faisons quelques propositions, et je vais très vite les évoquer. D'abord, j'ai oublié de dire que nous avons écrit ce livre, Stéphane et moi, au moment, l'année dernière, de la réforme du collège et de la mort programmée de l'enseignement d'allemand en France. Donc il est normal qu'une bonne partie des premières propositions que nous faisons portent sur l'éducation. Parce que nous estimons qu'entre deux pays comme la France et l'Allemagne, on ne peut pas concevoir en particulier, demain, que la relation soit une relation muette, sans intérêt, qu'il n'y ait pas
la capacité d'avoir suffisamment de jeunes Français parlant allemand ou de jeunes Allemands parlant français. C'est aussi une règle pure et simple de l'Europe qui privilégie et qui doit privilégier le plurilinguisme. Donc nous faisons tout un tas de propositions pour renforcer l'enseignement précoce des langues, et en particulier de l'allemand. Je rappelle que l'allemand est aussi la langue qui compte le plus de locuteurs natifs en Europe. Et nous faisons aussi des propositions pour que tout ce qui a été mis en place au fil du temps en franco-allemand dans le domaine de l'éducation puisse être élargi à des domaines, en particulier dans le domaine scientifique. Je vais vous donner un seul exemple. Vous savez qu'il existe une université franco-allemande depuis 1999. Elle accueille chaque année à peu près 6000 étudiants et délivre 1000 diplômes. Sur ces 6000 étudiants, il n'y a que 190 étudiants qui sont étudiants en sciences. Les sciences sont le parent pauvre de cette relation franco-allemande qui s'est créée dans le domaine de l'éducation, plutôt sur les sciences humaines et sociales, sur le droit ou sur la gestion. Nous faisons aussi un sort particulier à l'Office franco-allemand pour la jeunesse. Je sais que nous sommes déjà deux à avoir profité de cette institution, créée par le général de Gaulle et par Konrad Adenauer en 1963. Les deux chefs d'État en 1963 ont fait un pari exceptionnel. Ils ont voulu confier à la jeunesse des deux pays le soin de réconcilier ces deux pays. C'était un beau pari qui a été réussi. On estime qu'il y a à peu près 9 millions de jeunes Français et Allemands qui ont bénéficié de ces projets. Et nous estimons aujourd'hui que l'OFAGE, qui a 53 ans, presque l'âge de la retraite, ne doit pas être mise à la retraite. Et qu'on doit justement utiliser l'expertise, et c'est ce que est en train de faire, et je crois que c'est une des annonces de cet après-midi du Conseil des ministres franco-allemands, c'est d'utiliser l'ingénierie franco-allemande, en franco-allemand, pour transposer ce modèle dans des pays qui connaissent des crises aujourd'hui du fait de leur histoire. Et c'est ce qui va être annoncé cet après-midi avec les Balkans, avec la possibilité en franco-allemand d'intervenir et d'expliquer sur le terrain que nous avons réussi à tourner une page sombre de notre histoire commune et que d'autres pays peuvent faire la même chose à condition d'y mettre du sien, mais aussi, surtout, de s'appuyer sur la jeunesse. Nous faisons, pour finir, au-delà des questions d'éducation, des propositions dans plein d'autres domaines. Je vais aller très rapidement. L'un, très économique, concerne la convergence fiscale. Nous ne pouvons plus, à terme, si nous croyons encore, et en tout cas, Stéphane et moi, nous sommes de fervents européens, si nous croyons encore au modèle européen, avoir une intégration économique telle entre la France et l'Allemagne sans envisager d'aller vers une convergence fiscale et sociale. Un travail avait été fait jusqu'en 2012, en particulier des conclusions du Conseil des ministres franco-allemand de février 2012 allaient dans le sens d'une expérimentation sur l'impôt sur les sociétés. Nous demandons que ce chantier soit remis sur le métier et qu'on avance beaucoup plus vite sur cette convergence fiscale. Avant-dernière mesure, elle est provocatrice. Elle concerne la réforme nécessaire de l'ONU. L'ONU est aujourd'hui encore la photographie du monde, révélatrice de la photographie du monde de 1945, avec les vaincus et les vainqueurs, en particulier au Conseil de sécurité de l'ONU. Et nous estimons que cela doit être revu, naturellement, en donnant plus de place aux pays émergents, mais aussi aux vaincus de la Seconde Guerre mondiale, au premier rang desquels l'Allemagne. Et nous souhaitons que le siège de membre permanent au Conseil de sécurité de l'ONU, siège européen, français et allemand, anglais, puisse être partagé avec l'Allemagne. Il s'agirait pour nous d'avoir une adéquation entre la puissance économique de l'Allemagne, quatrième puissance au monde, et sa puissance géopolitique. L'Allemagne, de par son passé, de par le pacifisme qui est très fort encore en Allemagne, à la fois dans la politique mais aussi dans le peuple allemand, que cette Allemagne ne peut plus aujourd'hui se désintéresser, même si elle a fait énormément de progrès, on l'a vu en particulier en Ukraine,
soit beaucoup plus impliqué dans les questions géostratégiques